Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau concept, penser vos mots. C'est une conversation où on prend le temps d'écouter, de comprendre et parfois de réparer les silences. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, mais plus précisément de la santé mentale des jeunes ultramarins qui viennent étudier en Hexagone, et ça avec Yali. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, moi c'est Yali, je suis guadeloupéen, j'ai 24 ans et je suis venu à Paris en septembre pour un master de recherche en philosophie de l'économie. Moi je suis arrivé pendant le Covid en France et j'avais aucune information en fait sur la santé mentale, du moins sur le fait que mon départ de la Guadeloupe et mon arrivée en Hexagone aurait eu un impact à ce niveau-là. Je pense pour en parler, je vais donner un petit peu de contexte et de chiffres. Chaque année, on sait qu'il y a des milliers de jeunes ultramarins qui quittent leur territoire pour poursuivre leurs études. Au total, il y en a environ 38 000 chaque année qui partent d'outre-mer pour suivre un enseignement supérieur en Hexagone. C'est 40% des étudiants de ces territoires et à Mayotte, c'est 67%. Donc c'est énorme. Souvent parce qu'il n'y a pas d'autre choix. La cause principale, c'est le manque de formation et notamment de master. Il y en a 35 à La Réunion, 28 en Guadeloupe, 9 en Guyane et en Polynésie française et 8 en Nouvelle-Calédonie. Et il n'y en a aucun à Mayotte. Alors que pour comparaison, il y a 827 masters qui sont proposés en Île-de-France, 148 en Normandie ou encore 285 dans les Hauts-de-France. Mais une fois qu'on a parlé du départ, c'est quoi la suite ? Parce que ça, on en parle très peu des conséquences psychologiques que peut avoir le départ. Selon une étude de 2021 d'Ingrid Pelage, il y a 53% des étudiants originaires des Outre-mer qui présentent des symptômes dépressifs contre 41% au niveau national. Et plus largement, 39% des jeunes ultramarins souffrent de dépression contre 25% dans l'ensemble de la France. Déracinement, solitude, pression sociale, précarité économique, racisme parfois, éloignement familial, ce sont tout autant de situations que vivent les étudiants ultramarins et qui favorisent les symptômes dépressifs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode de Penser les mots, on prend le temps d'en parler, pas seulement avec des chiffres, mais avec une voix, une expérience et un regard. Et du coup, aujourd'hui, le regard de Yali. Je pense qu'on va commencer par la première question, le début. Pourquoi tu es parti et comment tu as vécu le départ ? Alors moi je pars à 19 ans de la Guadeloupe après une prépa littéraire pour préparer du coup les concours des Sciences Po. C'est posé à moi la question du départ par ce biais-là, parce que cette formation n'existe pas en Guadeloupe, bien qu'il existe une filière de sciences poétiques à l'Université des Antilles. On m'a pas dit à un moment donné explicitement il faut que tu partes en France, mais par contre c'était très normal que je le fasse. Mes parents c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je sais qu'on me le disait souvent, genre, pars. Ah oui, T'es obligé. explicitement. Ouais, on me disait, en Nouvelle-Calédonie, je sais qu'il y a souvent ce truc de il faut partir, voir ailleurs, vous verrez, vous allez vous former, il faut avoir un autre regard. Et on dirait que c'est nécessaire, en fait, de partir si tu veux être légitime ensuite sur le marché du travail, même au niveau de toi personnellement. Mais moi dans mon cas, j'ai pas eu ces mots aussi explicitement. Oui. Pour toi, c'était juste une trajectoire, c'est logique. C'est logique, voilà. Après le collège, tu vas au lycée, sans pourtant que quelqu'un te dise faut que tu ailles au lycée, mais tu sais qu'il faut y aller, bah voilà. Parce que justement, je te posais la question en plus tout à l'heure, parce que tu me dis qu'il y avait aussi une formation de sciences politiques du coup à l'Université des Antilles, mais t'as préféré partir. Et pourquoi t'as préféré partir, toi ? Bah, dans mon cas, je voulais partir. C'est quand même une idée qui est influencée par cette idée qu'on a, comme tu disais, que c'est important de découvrir autre chose parce qu'il le faut. Parce que si on reste, on s'enfermerait dans des mentalités, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai même pas considéré la filière sciences poétiques locale. Mhm. Je me suis même pas dit que j'allais pouvoir le faire. Et si je peux mettre la petite ref de Frantz Fanon et de son livre Peau noire, masque blanc, ce qui m'avait super frappé, c'est quand il parle de ça justement, de l'entier qui revient de l'hexagone. En gros, on va l'observer, est-ce que tu as changé, est-ce que tu parles mieux, est-ce que tu sais. Et avec cette idée que vraiment, quand tu pars en hexagone et que tu reviens, t'es quelqu'un. Parce qu'en fait, tous les cadres supérieurs qu'on a dans nos territoires, ils viennent d'hexagone. Du coup, dans notre espèce d'inconscient collectif, où j'ai envie de dire, en fait, c'est totalement conscient, bah, il y a ce truc de, quand tu vas en hexagone, tu vas pour avoir un niveau supérieur. Et tu reviens avec des bases supérieures. Du coup, pareil, pour moi, c'était obligatoire à un moment donné de devoir partir pour ça, en fait. J'avais cette idée que pour moi, oui, forcément, c'était mieux. Sciences Po, c'était la meilleure des choses à faire, quoi. Et du coup, l'arrivée, déjà tes espoirs. Donc, déjà, c'était quoi tes espoirs en venant ? Moi, mes espoirs, c'est de rencontrer des gens intéressants et intéressés par la politique
Sauf que en fait, moi je suis la politique surtout locale, Mhm. un peu nationale, les grands événements, mais je suivais surtout la politique locale, Donc de la Guadeloupe. donc de la Guadeloupe. Et donc je me rends compte en fait qu'il y a une vraie méconnaissance de la Guadeloupe. Ça peut paraître naïf de ma part en me disant que peut-être que j'allais pouvoir discuter de la Guadeloupe avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Guadeloupe. Mais en fait pour moi c'était ma normalité. Donc là encore, je me suis même pas imaginé qu'il y aurait cette différence culturelle telle et cette méconnaissance sur la Guadeloupe. C'est quelque chose qu'on dit en Guadeloupe. Mais je sais pas, je me suis dit, j'ai quand même eu ce choc Tu t'es de me senti rendre compte. vraiment dans la marge. Ah, je me suis senti totalement à la marge. Totalement, totalement à la marge. On a fait l'histoire, par exemple, de l'Europe. À aucun moment, quand on fait l'histoire de l'Europe, du 19e siècle, on parle des Outre-mer, on parle de la colonisation. Il y a plein de moments comme ça. Enfin, je me disais, mais comment c'est possible? Ouais. Où est-ce que j'existe? Où est-ce que j'existe? Et j'existais pas. On n'existait pas dans le savoir, on n'existait pas dans les conversations. Les gens savaient très peu. Les gens savaient très peu de choses. Il y avait des gens qui étaient intéressés, qui étaient un peu de gauche, ou qui suivaient parfois l'activité de certains médias, par exemple Mediapart, qui pouvaient parler du problème de l'eau, problème de l'hôpital. Je me souviens à l'époque, il y a des gens qui savaient cette question-là en Guadeloupe. Mais c'était des faits un peu d'actualité, des gros faits d'actualité. Et ça a ça a participé un peu à ma démobilisation des cours parce que où était le lien avec moi, avec mon histoire, on parle de Napoléon, mais on parle jamais de l'organisation. Ça m'évoquait rien en fait. Alors que bon, Napoléon, on sait un peu ce qu'il a fait dans les Antilles. Donc ça a été un petit peu le premier choc et un petit peu la désillusion aussi, du coup, bah complètement en fait. Et le Covid, Mm. donc aussi un moment très particulier, confinement, se pose la question de la santé mentale à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, pendant le Covid, pendant le confinement, je me rends compte que j'avais des symptômes dépressifs. Ça se matérialisait comment? Je me levais très tard, j'avais du mal à avoir un rythme, ce qui est aussi une question importante pour nous, les Outre-mer, le décalage horaire. Moi, j'ai pris des années à m'habituer au décalage horaire. Je sais que c'est quelque chose que je n'entends pas autour de moi. Et moi, je ne pouvais pas me lever avant midi. Mais je pense que c'était aussi lié à à la solitude et comment mon corps encaissait cette solitude. Démobilisation des cours, moi j'ai toujours été un bon élève, toujours été un élève studieux. Là, je travaillais plus du tout. Et puis quelque chose qui peut paraître banal, mais en fait qui dit beaucoup de choses, c'est que je passais mon temps sur mon téléphone à scroller. Et en fait, en y réfléchissant après, je me suis dit que c'était une façon de m'anesthésier en fait. C'était une façon de penser à rien, d'oublier en fait cette solitude, cette souffrance, cette incompréhension. C'était beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'éléments à déchiffrer que je comprenais pas. C'était une façon de non vivre en fait. Mais justement, tu parlais de la solitude. Toi, quand tu arrives à Toulouse, est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as de la famille? Comment t'es arrivé en fait? J'avais pas d'amis à Toulouse, mais j'avais la marraine d'un cousin à moi qui habitait. Donc ça a été quand même quelqu'un que je connaissais, mais j'avais pas de la famille proche, donc je connaissais personne dans mes alentours. Et comment ça se passe du coup, dans ces premiers temps, la sociabilisation? Comment tu arrives à te faire des amis? Est-ce que tu as l'impression que tu essayes de t'adapter pour te sociabiliser? Ben, les premiers temps de la sociabilisation, je me souviens à ce moment-là, dans les écoles comme Sciences Po, il y a tout un processus d'intégration, avec des soirées d'intégration, tout ça. Donc moi j'y vais, et j'essaie de faire ça, et en fait je me rends compte que c'est très différent culturellement. Je prends vraiment une claque. C'était un choc culturel. Tu as des anecdotes autour de ça? Mais je me souviens, c'est banal, mais les musiques à écouter, le rapport à l'alcool, la bière, enfin moi je buvais pas de bière, l'alcool comme ça au quotidien, la façon de danser, le fait de danser ou pas. Mm. Pour moi faire la fête c'était aller danser, c'était s'amuser de façon, je sais pas, claire. Mais la chance que j'ai c'est que je rencontre une Guadeloupéenne qui a un an de plus que moi. Et c'était elle vraiment mon point d'ancrage en fait. Si je l'avais pas rencontrée, j'aurais été vraiment seul. Et je la remercie énormément d'ailleurs, hein. SO? SO, franchement, gros SO, gros big up, Laina. Elle, très consciente de ce que c'est, elle me fait découvrir des trucs, elle me fait aller un peu à gauche, à droite. C'est vraiment quelqu'un qui m'introduit en fait au nouveau monde dans lequel je suis. On va parler maintenant du déracinement. Est-ce que tu as ressenti ce déracinement, toi? Oui, je l'ai ressenti. Pour toi, c'est quoi le déracinement? Pour moi, le déracinement, ce serait le fait d'être arraché de notre normalité en fait. Et cette normalité, c'est l'endroit où on a nos habitudes, les gens avec qui on a nos habitudes, les pratiques auxquelles on est habitué. En fait, tout ce qui est le quotidien, en fait. C'est vraiment
quelque chose qu'on a toujours pris pour acquis. Voilà, ma vie c'était ça. Et je pars à 8000 km et en fait ma vie n'est. Moi, je me rappelle, enfin, mon arrivée à Paris, je me suis dit moi-même que j'allais mettre un masque. Enfin, j'ai pas Tu me dis conscientisé ça comme ça. Mais en fait, je suis arrivée dans cette ville ça fait tellement cliché, mais c'est vrai. C'est une ville qui bouge. Tu prends le métro, ça bouge, il y a des tonnes de gens. Et moi, je me rappelle que, bah, déjà, comme toi, j'avais trop envie de partir. J'avais ces espoirs-là de le dire, de devenir quelqu'un. Je me suis dit, je pars pour devenir quelqu'un. J'avais cette envie, cette ambition. Et du coup, j'arrive à Paris et j'avais envie, en fait, de pas paraître pas comme les autres. J'avais envie de me fondre dans le décor. Et je sais pas toi, mais en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas du tout le même style vestimentaire qu'ici. Genre, moi, je suis arrivée avec mes jeans slim déchirés. Et personne comme ça. Avec mes sandales, tous les jours. Donc je suis arrivée, je voyais que c'était pas du tout ça le style. Moi, je voulais être stylée en fait. Je voulais être comme tout le monde. Donc je me rappelle que j'ai foncé pour m'acheter les habits que tout le monde avait. Pareil pour parler. Moi, j'essayais de gommer mon accent, mes différences et de rentrer dans ce truc et au final en fait de m'effacer. Et petit à petit, en fait, ça a été ça. Je me suis effacée volontairement pour pouvoir suivre. Et du coup, pour toi, c'est ça le déracinement? Je me suis dit, en fait, j'arrive, je n'ai pas le choix. En fait, je me suis pas laissé le choix parce qu'en réalité, j'avais pas d'exemple forcément autour de moi de personnes comme moi qui continuaient d'exister, de porter leur culture, de porter leur spécificité, tout en s'intégrant, en étant eux-mêmes, tout en réussissant à s'intégrer, à pouvoir avoir les mêmes opportunités. En fait, j'ai pas remarqué que j'étais en train de vivre du déracinement et de me déraciner. Quand est-ce que j'ai ressenti en fait la première fois les conséquences psychologiques de ce qui était en train de m'arriver, c'est que j'avais pensé à mon grand-père, qui lui est d'origine martiniquaise et qui a quitté son île natale quand il avait 18 ans et qui est allé s'installer ensuite en Nouvelle-Calédonie, donc c'est à des dizaines de milliers de kilomètres de chez lui. Et je m'étais jamais identifiée plus que ça à lui. Tu vois, à son histoire. Je connaissais son histoire, mais je pouvais pas comprendre en fait ce que ça signifiait. Et je me rappelle, j'arrive, à un moment donné, je suis dans mon appartement étudiant et je pense à lui. Et là, je commence à pleurer pendant 2 heures parce que je pense à son histoire. Et en fait, sans le comprendre, eh ben, j'étais en train de penser à moi-même, en fait, qui était à 17 000 kilomètres de chez moi et qui essayait de construire ma vie comme il avait, lui, essayé de construire sa vie. Et tout ce que ça implique, en fait. L'éloignement avec tes amis, avec ta famille, avec, voilà, tout ce qui était tes repères. Tout ce qui a été tes plaisirs aussi avant, je sais pas toi, mais moi, des fois, je pense à, genre, la rivière. Et c'est comme si j'avais une envie irrépressible. Tu vois, c'est comme si je ressentais en moi, j'ai besoin là de toucher la rivière, là. J'ai besoin. Mais je peux pas. Mais c'est plein de trucs comme ça. Ils font que là, je ressens ce déracinement. C'est de plus du tout pouvoir faire des choses qu'avant, je pouvais faire n'importe quand, quotidiennement. Tu posais même pas la question. Non. C'est une souffrance de devoir se poser la question maintenant. Et le recul que tu as sur toi-même actuellement, à quel moment tu le construis? Parce que moi, je trouve que c'est un truc super important aussi, c'est que cette souffrance de ce que tu décris, dans ce à quoi je m'identifie, il y a aussi la souffrance de l'ignorance de cette propre souffrance, en fait. Tu parlais le lien que tu as fait avec ton grand-père, mais au-delà, même par exemple, le fait que ce que tu me disais, que tu commences à copier les gens, et que ça dit quelque chose sur ton rapport à ta propre identité Ouais. au pays. Donc comment toi, tu prends conscience? Là, même encore aujourd'hui, là, je suis en train de me chercher, en fait. De me dire comment je me positionne. Jusqu'où, et puis qui je suis réellement, tu vois, parce que aussi partir à des dizaines de milliers de kilomètres de chez toi, de ton entourage, de ton milieu, où du coup toi-même, tu copies aussi un petit peu les autres pour te sociabiliser. Partir, c'est aussi se dire, qu'est-ce que j'aime vraiment moi? Qui est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce qui est authentique dans ma personnalité? Et c'est tout ça aussi de venir ici, je trouve. C'est d'être un peu en mode, comment est-ce que je me positionne du coup face à ma culture et qu'est-ce qui est réellement moi, qu'est-ce qui réellement m'appartient et ne m'appartient pas. Et j'avoue que moi, je suis encore dans ce cheminement-là. Non, je te rejoins. Ça nous met dans un questionnement en fait d'identité qui est hyper complexe et qui est hyper long et qui je pense qui est peut-être éternel. En fait. Moi, ça m'a pris du temps aussi le recul que j'ai eu sur ça. Je suis parti vivre un an aussi à Buenos Aires. Donc ça a été aussi un moment où là, pour le coup, j'ai vraiment pris conscience en fait que on vit dans des mondes en fait, on vit dans des mondes sociaux. Et c'est quelque chose qu'on sait que voilà, le monde il est grand, le monde il est différent, mais le vivre, ça a eu un effet fort sur moi pour me dire ok, en fait, on a tous nos propres façons d'être. Et moi, je peux être fier de ce que je suis. J'ai toujours été très fier de la Guadeloupe, mais aller en France, aller en Argentine, ça a renforcé énormément ma fierté.
ça l'a décuplé et ça a donné un sens. Pas que ma vie n'avait pas de sens avant, mais ça a participé à donner un sens à ma vie. Et ça m'anime. C'est fou parce que toi, c'est en allant à Buenos Aires et moi, c'est en allant en Guadeloupe. Et surtout que ça a encore plus amplifié mes engagements, en fait, j'ai envie de dire politiques, identitaires, de voir encore une autre réalité, un autre territoire d'outre-mer qui avait ses propres réalités, ses propres inégalités, son propre héritage historique. Et c'est vrai que ça m'a fait encore un autre choc parce que comme tu dis, en fait, tu vas déjà en hexagone, c'est un autre monde, c'est d'autres codes. Et ça te fait aussi ce déclic-là. C'est vrai que quand je suis rentrée, ça m'a fait aussi encore plus me questionner sur moi-même, ce que c'était aussi qu'être calédonien, ce que c'était d'appartenir à un territoire d'outre-mer. Là, je comprends totalement. C'est un double déracinement. Mais si on a des outils pour le comprendre, D'en parler déjà, parce que moi je sais que ce truc-là, pareil, la santé mentale des étudiants ultramarins en hexagone, je n'avais jamais entendu parler, moi. Enfin, même moi, je me questionnais même pas sur ma santé mentale. Et c'est justement il y a un an, quand j'ai fait l'épisode sur l'exil, parce que je voulais simplement raconter le début de Quête, dire pourquoi je suis ici et raconter un petit peu mon départ. Et en fait, en me posant cette question, c'est là qu'est apparue l'idée de l'exil et du déracinement, que je ne conscientisais pas du tout. Parce que pour moi, ça n'existait pas, on n'en parlait pas. Et parce que quand tu pars justement en hexagone, il y a aussi cette idée que c'est une chance. Tu viens ici, c'est bénéfique pour toi. Donc il n'y a pas de raison de se plaindre. Tu ne te plains pas et tu n'en parles pas parce qu'il faut juste serrer les dents, avancer, être diplômé et puis travailler ensuite pour ton pays. Donc on se pose jamais la question en fait de est-ce qu'on souffre pas. Et du coup c'était la première fois que je prenais du recul sur ça. l'absence de discours fait qu'en fait, ça devient une responsabilité individuelle. Et comme tu dis, moi, pareil que toi, je me suis jamais posé la question. Et du coup, ça peut apporter une souffrance qui est, mais peut-être que c'est moi le problème. Même si on n'aborde pas la question sous un angle psychologique, mais on se dit, ok, je devrais faire telle ou telle chose. Alors que s'il y avait un discours collectif sur ce phénomène et dire que mais en fait tout le monde passe par là, c'est quelque chose de structurel, on arrêterait de se remettre en question personnellement et on se demanderait davantage, mais pourquoi un système est construit de cette façon-là et comment ce système a un effet sur moi. Cette responsabilité, elle est collective aussi. Et c'est une double souffrance de vivre la chose et de se responsabiliser pour cette chose. Nos familles ou des personnes des générations avant qui eux-mêmes ont vécu ça, eux-mêmes ne le conscientisent pas comme une souffrance et comme un déracinement et comme quelque chose qui peut être évitable. Oui, c'est ça. En plus, ils ont souvent vécu des histoires qui sont parfois plus dures que le nôtre. Donc en fait... Tu vas raconter l'anecdote de la molaire? Ouais, mon père a perdu ses molaires en arrivant ici. C'est fou de dire ça. Et tu m'avais dit justement qu'avec une amie, tu avais organisé un forum. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce forum et des retours que vous aviez eu dessus? Alors j'ai une amie qui travaille dans une association qui s'appelle Solidarité Dom-Tom qui est basée à Montpellier. Et elle a eu l'idée géniale de faire un forum pour en fait préparer les jeunes bacheliers à la mobilité. Et donc moi j'ai été bénévole sur le projet et on a organisé 3 journées en Guadeloupe pour sensibiliser sur ces questions-là. Donc sensibiliser d'abord à l'avant le départ, surtout sur les questions matérielles, pendant le fait de vivre en hexagone. Mhm. Donc surtout lié aux risques psychologiques. Donc c'est tout ce qu'on a abordé, c'est la solitude, les risques dépressifs. Est-ce qu'il y avait des solutions envisagées? D'essayer de sensibiliser au réflexe d'aller vers les organismes compétents qui existent, mais c'est compliqué d'avoir l'information et le plus compliqué, ça revient à ce qu'on disait, mais en fait si soi-même on ne se dit pas qu'il y a un risque psychologique, pourquoi on se tournerait vers un expert psychologique si on n'a même pas conscience de ça? Est-ce que tu peux nous dire les symptômes? Les symptômes, donc ça peut être l'isolement, le fait de ne pas sortir, de rester enfermé chez soi. Ça peut être pernicieux parce qu'on peut se dire non mais je reste chez moi, je suis bien chez moi. Mais en fait la solitude c'est un impact sur la santé très fort. Donc ça peut passer aussi par la perte d'appétit, le décrochage scolaire, se tourner aussi peut-être vers des substances récréatives, davantage, les envies de se blesser, de se faire du mal, de se détruire. Et donc les dispositifs, parfois les universités proposent un psychologue rattaché. Il y a le dispositif Mon Psy étudiant, où on a droit à 10 séances gratuites par année. Tous les étudiants y ont droit. Il y a aussi parfois les services de la commune, des choses comme ça, c'est à voir en fonction de là où on réside, qui peuvent offrir des accompagnements. Heureusement, il existe des choses, mais malheureusement, il n'y a pas de discours dessus. Donc on ne s'en saisit pas.
Donc ça, très concrètement, en fait, quand on arrive dans les institutions qu'on veut intégrer, en fait, il n'y a pas d'espace pour en parler, il n'y a pas de discours, c'est pas un sujet. Je me rappelle quand je suis arrivée, c'était parfois des profs, parfois des élèves qui me disaient « Et ça va ?» Je disais que je venais de Nouvelle-Calédonie, que c'était à 17 000 km. « Et ça va, tu le vis bien ?» Et c'était un petit peu tout. Et même moi, en fait, je savais pas quoi dire. Personne ne nous a donné les mots. Les mots, on les invente pas. C'est dur à 18 ans, 19 ans, ou même plus âgé, même toujours maintenant. C'est important de le dire, que ça nous a pris du temps, Canel et moi, pour le conscientiser. Ouais, moi, je pense que c'était à partir de la troisième année. En plus, pour être tout à fait honnête, on a un petit peu fait cet épisode aujourd'hui, parce que déjà, ça fait 1 an que j'ai sorti l'épisode de l'exil, et aussi parce que, encore aujourd'hui, on est un peu en train de struggle avec ce déracinement, avec la vie en hexagone et la vie chez nous. Et moi, je sais que ce qui est très difficile en plus, je trouve, c'est quand t'as du mal à te projeter. Je sais pas encore actuellement si c'est possible de travailler dans mon territoire, si je serais épanouie. Et ici, je sais très bien que je suis pas épanouie, que c'est pas l'environnement dans lequel je peux m'épanouir. Mais pourtant, il y a ce truc, en plus quand t'es à Paris, d'avoir la FOMO complètement. J'ai l'impression que je quitte Paris, je quitte toutes les opportunités possibles, que je peux pas quitter Paris tant que je suis pas fière de moi. Et du coup, il y a ce truc de, je sais pas, j'arrive pas à me visualiser en fait nulle part. Et c'est ça aussi qui est ultra complexe quand tu quittes ton territoire, c'est que tu es en train aussi ici de construire une nouvelle vie, de construire un nouveau cercle d'amis. Moi, je sais que j'ai des personnes que j'ai rencontrées ici qui aujourd'hui sont super importantes pour moi. Et c'est difficile de me dire aussi que je vais peut-être potentiellement les quitter. Et en même temps, je pense à tous ceux que j'ai laissés derrière moi et avec qui je partage plus de moments. On s'appelle quelques fois et j'ai juste des souvenirs d'eux et je me dis, mais attends, mais est-ce qu'un jour je vais faire des nouveaux souvenirs avec eux? Pareil pour ma famille, genre je sais que je leur manque. Et d'un côté, ils sont contents que je sois ici parce qu'ils savent que c'est un petit peu mon rêve. Et du coup, il y a ce truc de cette impossibilité, en fait, de faire avec les deux. Genre, le monde parfait, pour moi, ça serait, je fais 6 mois en Nouvelle-Calédonie, je fais 6 mois dans l'Hexagone. Mais économiquement, professionnellement, c'est pas possible. Et je pense que c'est ça, actuellement, mon plus gros stress aussi. Et ma plus grosse peine. Se construire ici, c'est perdre quelque chose dans nos pays. Et non, c'est triste, hein, mais qu'est-ce qu'on devient? Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on devient. J'allais dire que j'ai plus l'impression qu'avant d'être un être en transition. Et c'est faux en vrai d'être parti, comme je disais tout à l'heure. Je ressens là que je suis en construction, mais c'est juste là ce truc ouais, de pas savoir en fait où est ma base, où est-ce que je vais m'ancrer. Et je pense que c'est super important de savoir où s'ancrer. Mais peut-être que, comme Suzanne Césaire, oui, j'adore les références. Nous sommes des plantes, des végétaux, et qu'on peut se planter un peu partout. Et ça, c'est la force des territoires ultramarins. Cette histoire, elle est tragique. L'histoire de mon peuple est triste. Mais c'est une véritable force. C'est une véritable capacité à s'adapter. À renaître sans cesse. Je ne veux pas faire l'éloge de la résilience à tout prix, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'on est un peuple résilient. Et ça se voit dans notre capacité à réagir aux épreuves au quotidien. Et ça belle. Non, il faut le dire, ça belle. Et puis comme on le dit, si on l'en main qu'à la vélote, donc en gros, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres personnes. Tout seul, ça peut être compliqué. À deux, c'est déjà beaucoup plus facile. Voilà. On a une quête en commun. SO à moi-même. Bon, voilà. L'épisode touche à sa fin. Et en tout cas, si vous aussi, vous êtes victime de symptômes dépressifs, n'hésitez pas à en parler. Comme l'a dit Yali, tournez-vous vers des professionnels, vers des organismes compétents et même à vos amis et même à votre famille. C'est important de le dire, en fait, de le formuler, votre mal-être. Il ne faut pas avoir honte.